Bon, ben, bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Moi, j'ai failli pas me rendre d'ailleurs. Je vous présente aujourd'hui Morgane. Allez, oui, pardon. Je suis un peu à l'arrache. Morgane est professeure en écologie forestière à l'UQAM. Depuis septembre 2022. Et puis, ça a été professionnelle de recherche à l'Université Laval en 2018 jusqu'à 2022, voilà. Avant ça, un postdoc au MFFP sur les processus de régénération en forêt boréale suite aux perturbations naturelles et anthropiques. Et puis, un postdoc également à l'Université de Sherbrooke. Je n'ai pas le sujet, par contre, ici, là, mais j'en parlais. Je suis certaine que tu vas nous développer ça. Alors, Morgane a l'origine d'un doctorat en biogéographie et écophysiologie de l'Université de l'UMR Biogéco à l'INRA, l'Université de Bordeaux. Intéressant, tout ça. Moi, je travaille sur la vigne, Bordeaux, ça me parle. Réponse des arbres forestiers aux changements globaux, approche biogéographique et écophysiologique. Donc, aujourd'hui, on va nous parler de la vulnérabilité des forêts dans un monde plus chaud et plus sec. Je pense qu'on est vraiment plus sec ici au Québec, mais oui, je pense un petit peu quand même. Mais merci beaucoup, bienvenue. Et puis, la caméra. Voilà. Ça me fait très plaisir d'être parmi vous. Je suis heureuse de vous présenter mes travaux. Donc ça, je travaille sur la dynamique et la vulnérabilité des forêts dans un contexte de changement climatique. Et plus particulièrement, en ce moment, je m'intéresse vraiment à la vulnérabilité des forêts dans un monde plus chaud et plus sec. Pour commencer, pour me présenter un petit peu, ce qu'il faut savoir sur moi, c'est que j'ai toujours été fascinée par les arbres. En fait, je n'ai pas de souvenir avant ça. C'est comme ça, je ne peux même pas l'expliquer. Quand j'ai grandi adolescente, dans les années 90, début 2000, on entendait beaucoup parler de pollution à la télé. Je ne comprenais pas, moi je voyais les adultes, qu'est-ce qu'ils font? Comment ça se fait qu'il n'y a rien? J'avais l'impression qu'il n'y a rien qui bougeait. Et que je m'étais dit, je vais faire des études. Moi, mon but dans la vie, ce que j'aimerais, c'est être autour d'une table, puis rassembler des experts dans plein de domaines différents, puis faire qu'ils communiquent entre eux. Puis peut-être que là, ça va faire avancer un peu les choses. C'était mon rêve de petite fille, en fait. Et j'ai naturellement continué des études en biologie, en écologie, puis en Master 2. J'ai eu un cours en écophysiologie où on approfondissait la circulation de l'eau dans le continuum sol-plante-atmosphère. Je me souviens avoir été vraiment fascinée par le fait que des séquoias géants soient capables de pomper de l'eau par leurs racines, puis que l'eau elle ressorte 120 mètres plus haut, et le tout de manière complètement passive. L'arbre ne met aucune énergie pour ça, c'est vraiment l'énergie solaire qui est le moteur de tout ça. Ça m'avait comme fascinée, je me dis, ok, plus tard, je continue à travailler là-dessus, là, c'est trop fascinant. Puis, à côté de ça, j'aime bien le côté avoir une idée de comment les arbres sont représentés dans la fiction. Puis, dans ces années-là, il y a Le Seigneur des Anneaux qui est sorti au cinéma. Il y avait les Ents. Il y a quelques années, c'était les Gardiens de la Galaxie avec Groot. Souvent, on les représente de manière humanoïde, où ils se déplacent. Sauf que dans la vie réelle, là, les arbres, ils sont vraiment fixes. Puis je me suis toujours demandé, ok, comment les arbres font pour migrer alors que ce sont des organismes fixes. Donc, bien sûr, c'est via des mécanismes de dispersion, etc. Mais j'avais comme toutes ces idées-là en tête quand j'ai démarré la recherche de, ok, tout ça, c'est un peu tout ce qui m'intéresse. Puis, j'ai mon premier stage de recherche, donc à Bordeaux. J'ai toqué à la porte du laboratoire de Sylvain Delzon et d'Annabelle Porté, avec qui j'avais eu des cours en écophysiologie, en me disant peut-être qu'avec eux, je vais trouver un stage où on va travailler sur les réponses des arbres à la sécheresse, et donc je vais continuer à explorer cette circulation de l'eau dans l'arbre via différents sujets. Et à ce moment-là, ils avaient l'Office national des forêts qui était venu toquer à leur porte en disant, voilà, nous, dans les forêts dunaires d'Ourtin, donc on est sur le littoral atlantique en France, on a une espèce qui est patrimoniale, qui est le chêne pédonculé, vous voyez ici, mais on se rend compte qu'il commence vraiment à dépérir, puis dans un contexte de changement climatique, ça nous inquiète. Donc pour eux, c'était l'occasion parfaite de me proposer un sujet de recherche pour travailler sur les réponses à la sécheresse du chêne pédonculé. Puis la particularité de cet écosystème-là, c'est qu'en plus du chêne pédonculé, il y a le chêne vert qui, lui, a l'air de se sentir très bien. Je suis sûre qu'ils sont 10 ans après, ils sont toujours très, très bien dans cet écosystème-là. Et
Si on regarde un peu l'aire de répartition justement de ces deux espèces, dans ces écosystèmes, le chêne vert, c'est une espèce qui est typiquement méditerranéenne. On est ici. Ouh, je trempe de trop, je vais arrêter ça. Vous voyez la France, le littoral atlantique. C'est vraiment le chêne vert, on est dans des populations qui sont vraiment localisées à l'extrême nord de son aire de répartition. Et à l'opposé, le chêne pédonculé, lui, on est plutôt en limite sud d'aire de répartition. Pour moi, c'était comme pour un premier sujet de stage en recherche, c'est je peux étudier des mécanismes liés à la sécheresse, donc liés au transport de l'eau dans l'arbre. Puis ça expliquerait des choses en lien avec l'aire de répartition des arbres, donc avec cette notion d'arbre qui se déplace. Et donc, je me suis intéressée vraiment à ces notions-là et aux questions de bord d'attaque. Donc, vous allez voir, je vais faire un abus de langage dans cette présentation-là. Je vais beaucoup vous parler de limite nord et de limite sud, parce que j'ai fait mes études dans l'hémisphère nord et on est toujours dans l'hémisphère nord. Mais en vrai, pour être très correct, il faudrait parler de bord d'attaque pour la limite nord et de bord de fuite pour la limite sud, parce que dans l'hémisphère nord, les processus qui se passent en limite nord se passent en limite sud et inversement. Mais comme j'ai cet abus de langage que je sais, je vais le faire tout le temps, je vous préviens en avance, je vais continuer à le faire et vous parler de limite nord et de limite sud. Et donc justement, après ce stage-là et en démarrant mon doctorat, j'ai assez vite compris que ce qui allait m'intéresser en recherche, c'est d'avoir une approche multidisciplinaire. Et j'aimais bien l'idée d'avoir des questions de biogéographie, d'étudier les patrons de distribution des arbres, mais de pouvoir utiliser d'autres disciplines comme l'écophysiologie, l'écologie des communautés, pour étudier les mécanismes qui expliquent ces patrons de distribution. Et donc, je me suis intéressée à étudier les événements de colonisation au bord d'attaque pour limite nord d'aire de répartition. Souvent, cette limite, on considère qu'elle est son facteur limitant, c'est le froid. Forcément, avec les changements climatiques, on s'attend à ce qu'il se passe des choses. Mais je me suis également posé la question, un peu plus tard, j'y reviendrai après, sur le rôle des facteurs biotiques au niveau de cette limite. Et à l'opposé, je me suis vraiment intéressée plus aux événements d'extirpation, donc c'est-à-dire d'extinction locale de population en limite sud d'aire de répartition. Souvent, quand vous lisez la littérature, la limite sud d'aire de répartition, le facteur le plus limitant, en fait, c'est la compétition. C'est vraiment plus lié à des facteurs biotiques. Quand vous regardez sur des échelles très larges. Et moi, je me suis vraiment intéressée dans un contexte de changement climatique, plus comprendre le rôle de la sécheresse au niveau de cette limite. Et donc, à partir de ça, j'ai construit mon programme de recherche qui s'articule autour de 3 axes, autour de l'impact des changements climatiques sur la vulnérabilité et la dynamique des forêts. Très souvent, pas dans tous mes projets, mais dans beaucoup de mes projets, je vais forcément, à un moment donné, avoir un peu d'écophysiologie et puis de me poser ces questions-là via l'impact des changements climatiques sur la circulation de l'eau à travers le continuum sol-plante-atmosphère. Mais là, je vous ai parlé de forêts qui sont en France, mais bien sûr, ici, je m'intéresse aux forêts boréales, aux forêts tempérées nordiques, et on sait que les perturbations naturelles, surtout pour la forêt boréale, a un rôle très important, les feux et les épidémies d'insectes. Et je me suis également intéressée aux perturbations anthropiques, et notamment tout ce qui concerne les questions de sylviculture. Vous avez vu, j'ai fait un passage au MFFP, j'ai beaucoup appris à la direction de la recherche forestière, et notamment maintenant, mon but, c'est d'essayer de voir comment on peut utiliser des différents scénarios sylvicoles, par exemple, dans un contexte de sylviculture d'adaptation au changement climatique. Et enfin, mon troisième axe de recherche, comme vous l'avez compris, je m'intéresse beaucoup à la sécheresse, et donc je travaille aussi en écologie fonctionnelle, et je m'intéresse à la diversité des traits fonctionnels qui sont liés à la tolérance au stress hydrique, et bien sûr que cet axe-là est très fortement relié aux deux autres. Et ces 3 axes de recherche, je m'y intéresse à différentes échelles, de l'individu jusqu'à l'aire de répartition, mais en passant évidemment par le peuplement et par les populations. Ici, je vais vous présenter mes 3 axes, mais je vais vraiment plus passer du temps sur mon premier axe de recherche.
J'ai commencé par, comme je vous disais, en doctorat, j'ai commencé par étudier les déplacements d'aires de répartition. Je vais revenir un petit peu sur ma forêt dunaire d'Autun. Je me suis intéressée justement au chêne vert. C'est dans ces écosystèmes-là, il est vraiment situé en limite nord d'aire de répartition. Et la chance qu'on avait, c'est que le chêne vert est très reconnaissable dans cet écosystème-là, vu que c'est un chêne méditerranéen qui ne perd pas ses feuilles. Donc, en fait, l'Office national des forêts avait des inventaires forestiers de 1880 jusqu'à le dernier, je pense, c'était 2010. Donc, en 1880, c'était écrit à la main. Donc, le chêne vert, on le voyait bien parce que même s'il ne détaillait pas toutes les espèces, le chêne vert, il détaillait parce qu'il sortait du lot à chaque fois. Donc, j'ai pu utiliser ces données-là, ces inventaires, et construire la carte de colonisation du chêne vert au cours du temps. Ici, je vous montre seulement pour la forêt d'Autun, mais en fait, on a 3 autres forêts qui sont situées un peu plus au nord que la forêt d'Autun. À partir de là, on a pu calculer des vitesses de déplacement, des vitesses de migration de cette espèce. Cette espèce, vous voyez là, elle a colonisé, on parle de 1880 et on arrive à 2010. En un siècle, c'est quand même pas mal d'hectares, hein, tout a été colonisé. Donc, vous pourrez se dire, c'est quand même prometteur, le chêne vert nous montre une migration vers le nord, sauf que quand on calcule vraiment la vitesse, on est seulement à quelques dizaines de mètres par an. La vitesse du bioclimat du chêne vert, c'est l'ordre du kilomètre par an. Donc, même pour une espèce où on se dit, ça migre, c'est même pas assez pour suivre le déplacement de son bioclimat. Et je me suis intéressée en limite sud d'aire de répartition, aux événements d'extirpation et plus particulièrement aux déplacements altitudinaux. Donc, en fait, j'ai fait un stage en Espagne durant ma maîtrise et j'ai eu accès à 2 inventaires forestiers. Là, à l'opposé, j'avais 10 ans, entre 1990 et 2000. Et le but, c'était, est-ce qu'en 10 ans, on observe déjà des différences et des déplacements altitudinaux? Et le but, c'était de prendre 5 espèces différentes, 3 qui allaient être situées en limite sud d'aire de répartition dans ces montagnes-là, et 2 autres qui, elles, étaient situées au cœur de leur aire de répartition, et voir si les déplacements étaient différents selon la localisation des espèces au sein de leur aire de répartition. Et effectivement, les espèces situées au cœur de leur aire de répartition ne montraient pas de déplacement, tandis que certaines espèces, ici, c'est Quercus vaginea, c'est un chêne qu'on appelle subméditerranéen, ont montré des déplacements. Là, on est en seulement 10 ans, on a 93 mètres de déplacement vers le haut. Et ce déplacement, ici, dans ce cas-là, il est dû à des événements d'extirpation en basse altitude. Donc, ça me permettait d'étudier justement et de voir les patrons de déplacement altitudinal et d'événements d'extirpation en limite sud d'aire de répartition. Et ensuite, comme je vous disais, je me suis beaucoup intéressée aussi aux événements de mortalité induits par la sécheresse, notamment en limite sud d'aire de répartition, mais même sans être en limite sud d'aire de répartition. Je me souviens quand j'ai présenté il y a 10 ans mon doctorat, j'avais cette figure-là qui était issue de l'article de Allen et al. 2011. Il y a quelques années après, ils l'ont réactualisé. Puis là, l'année dernière, il y a Hartmann qui a repris les bases de données puis qui a réactualisé. Puis hélas, en fait, on peut toujours rajouter des points sur cette carte. Il y a toujours des événements, puis ça va aller en s'empirant, des événements de mortalité qui sont induits par la sécheresse. Et ce qui est surprenant, c'est que ces événements ont lieu quel que soit le biome. On pourrait se dire, dans les forêts tropicales humides, peut-être qu'on verrait moins d'événements de mortalité liés à la sécheresse. Or, non, on en voit aussi. Et dans nos forêts boréales et tempérées nordiques également. Et donc, ça, comme je vous disais, ça m'a amené à étudier ces mécanismes-là et à me poser la question, mais en limite sud d'aire de répartition, peut-être que c'est encore plus prononcé et que ça va vraiment avoir un impact sur l'érosion de cette aire de répartition. Et pour vous parler de ces mécanismes, il faut que je rentre un tout petit peu plus dans le détail du dysfonctionnement hydraulique et de la résistance à la cavitation. Ça, c'est un exemple que je prends depuis longtemps, mais j'en ai toujours pas trouvé de plus flagrant. Ici, vous avez une forêt de pins et de genévrier, on est dans le sud des États-Unis, qui a subi une sécheresse extrême dans les années 2000.
Donc, vous avez en fait le pin, il est marron, puis après la sécheresse, il est gris, il n'a vraiment pas du tout survécu à cette sécheresse, tandis que le genévrier, lui, il est vert ici, puis croyez-moi sur parole, il est vert aussi ici après. Il a survécu à cette sécheresse. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un arbre en temps normal, qui est on va dire en bonne santé, a toujours dans ses conduits, a toujours quelques conduits qui sont embolisés, même si la majorité des conduits sont fonctionnels. Ça ne lui pose aucun problème. L'appareil vasculaire est construit de telle sorte que s'il y a quelques vaisseaux embolisés, il n'y aura pas de problème. Par contre, en conditions de sécheresse, lorsque les potentiels hydriques diminuent, c'est là où en fait on va assister à la propagation de l'embolie de vaisseau en vaisseau. Ce qui se passe, c'est qu'un, je vais dire vaisseau, mais conduit, c'est le terme plus précis. Ici, vous êtes à pression atmosphérique dans un conduit embolisé. Dans un conduit fonctionnel, vous êtes au potentiel hydrique de ce conduit. Et vous avez ici une tension qui se crée au niveau de la ponctuation entre les deux conduits. En fait, avec la chute des potentiels hydriques, ici, le potentiel hydrique va devenir de plus en plus négatif. Et au-delà d'un certain seuil, il va y avoir une bulle d'air qui va apparaître et qui va, en quelques millisecondes, se propager à tout le conduit qui va à son tour s'emboliser. Et plus les potentiels hydriques vont diminuer, plus vous allez avoir la propagation d'embolie de conduit en conduit. Et ça, vous avez des espèces qui ont ce qu'on appelle des résistances à la cavitation. L'apparition de la bulle d'air, c'est ce qu'on appelle la cavitation, qui ont des résistances différentes. Puis ça, on peut le mesurer en construisant ce qu'on appelle des courbes de vulnérabilité à la cavitation. Donc, vous avez ici la chute des potentiels hydriques dans le xylème. Puis, vous avez ici, en gros, le taux d'embolie de 0% à 100%. On peut aussi parler de perte de conductance hydraulique, puisque si votre conduit n'est plus fonctionnel, l'eau ne circule plus, et donc on assiste à une perte de conductance hydraulique. Et ici, qu'est-ce qui est intéressant avec les courbes de vulnérabilité à la cavitation, c'est qu'on peut en déduire des traits fonctionnels liés à cette vulnérabilité ou résistance à la cavitation, selon comment on voit les choses. La P50, qui est le potentiel hydrique qui va induire 50% d'embolie, en rouge ici, donc pour cette espèce qui est égale à moins 4 mégapascales, ou la P88, qui est le potentiel hydrique qui induit 88% d'embolie. Et si on regarde, comme je vous disais, les espèces ont des vulnérabilités à la cavitation contrastée. Vous avez ici donc la courbe en bleu pour une espèce qui a une P50, donc le potentiel hydrique qui mène à 50% d'embolie, qui est égal à moins 4 mégapascales. Et la courbe en bordeaux, vous voyez que sa P50, elle est égale à moins 7 mégapascales. Donc cette espèce est beaucoup plus résistante à la cavitation que l'autre espèce qui est en bleu. Et ici, je n'ai pas pris ces exemples-là par hasard. La courbe en bleu, c'est la courbe du pin, tandis que la courbe en bordeaux, c'est la courbe du genévrier. Et donc, il semble avoir un lien entre résistance à la cavitation et mortalité des arbres. Et ce lien-là, il a été montré il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant par Brodry-Bricochard sur des conifères. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris 9 espèces de conifères qui ont des résistances à la cavitation très contrastées. En conditions contrôlées dans une expérience, ils ont déterminé quel était le potentiel létal de chacune de ces espèces et ils ont regardé si c'était corrélé à la résistance à la cavitation. Et ils ont pris la P50, qui est un trait qui est énormément utilisé quand on parle de résistance à la cavitation. Il se retrouve dans énormément de bases de données. Et non seulement ils ont vu qu'ils avaient une corrélation très forte entre la P50 et le potentiel létal, on rêve tous d'avoir des R carrés comme ça dans nos études, c'est vraiment énorme. Et en plus, ils se sont rendus compte que la pente entre la P50 et le potentiel létal n'était pas différente de 1. Donc, ils ont vraiment trouvé une correspondance très, très forte entre la P50 et le potentiel létal. Durant mon doctorat, je me suis posé la même question, mais chez les angiospermes. Est-ce qu'on trouve exactement la même corrélation? Donc, j'ai adapté leur protocole, mais pour 5 espèces d'angiospermes qui avaient aussi des résistances à la cavitation contrastée. J'ai déterminé à mon tour le potentiel létal. J'ai essayé de le corréler avec la P50. Ça se corrèle très bien aussi. J'avais un très beau R carré, donc j'ai une forte corrélation entre résistance à la cavitation et potentiel létal. Mais je n'avais pas une pente qui était… la pente avec la P50 est différente de 1. Donc, j'ai essayé avec la P88. Et cette fois-ci,
mais on s'est rendu compte que là, j'avais une pente qui n'était pas différente de 1. Donc, pour les angiospermes, le potentiel létal correspond à celui qui induit 88% d'embolie. Et ça peut s'expliquer par des différences d'anatomie, tu vois, et de fonctionnement différentes entre des conifères et des angiospermes. Et pourquoi c'est intéressant d'avoir ces corrélations-là entre résistance à la cavitation et potentiel létal? Parce qu'on peut avoir un outil qu'on va appeler la marge de sécurité hydraulique qui nous permet de déterminer le risque de mortalité d'un peuplement, un risque de mortalité qui serait induit par une sécheresse. L'idée, c'est d'aller sur le terrain, d'aller mesurer. Il faut aller sur le terrain lorsque on est durant la saison de croissance, le moment le plus sec, le plus chaud, belle journée ensoleillée d'été. C'est possible, il n'y a pas plu la veille, ou en tout cas, on est vraiment. Le but, c'est d'attraper le potentiel hydrique minimum de la saison de croissance, donc le moment où l'arbre aurait été le plus stressé hydriquement parlant. On mesure cette variable qu'on appelle un potentiel hydrique minimum et on va faire la différence avec l'AP50 si on est chez des gymnospermes, donc en rouge, et l'AP88 si on est chez des angiospermes. Plus cette marge de sécurité hydraulique se rapproche de 0, voire est négative, plus ça veut dire que le seuil de fonctionnement de l'arbre, au moment où il est le plus stressé, se rapproche de son seuil de dysfonctionnement hydraulique qui peut l'amener à la mort. D'où le fait que c'est un outil vraiment intéressant pour aller déterminer la vulnérabilité des peuplements à la sécheresse. Ici, c'est une étude qui a été réalisée en 2012. C'est une revue de littérature où ils ont cherché en fait toutes les marges de sécurité hydraulique qui avaient été mesurées. Et ils les ont classées donc pour chaque espèce, et ils les ont classées par biome. Et la surprise de cette étude, ça a été de voir qu'en fait, on n'avait pas de différence de marge de sécurité hydraulique entre les biomes, quelle que soit la précipitation moyenne annuelle de ce biome. Et que donc, ça rejoint un peu les observations de mortalité tout à l'heure, où on voit que nos forêts tropicales humides sont aussi sujettes à des événements de mortalité. Et la marge de sécurité hydraulique, elle va confirmer ça. Et en plus, cette marge de sécurité hydraulique, elle n'est pas si élevée. Là, c'est la méthane qui est indiquée. Là, elle est à peu près environ 2 mégapascales. Là, ce n'est pas énorme non plus. Donc, cet article-là, il conclut que dans un contexte de changement climatique, toutes les forêts sont vulnérables à des événements de mortalité suite à des sécheresses. Et vous pouvez remarquer ici que notre forêt boréale ou tempérée nordique, elle n'apparaît pas du tout. Donc, je me suis forcément posé ces questions-là pour nos forêts. Et avant, je vais juste refaire un petit détour par Hourtin, juste pour vous expliquer que l'idée de mon tout premier stage de recherche, c'était justement d'aller mesurer ces marges de sécurité hydraulique pour les deux chênes concurrents, pour justement vérifier si le chêne pédonculé était vraiment susceptible en fait de continuer à dépérir suite à des événements de sécheresse. Et effectivement, on se rend compte ici, quand on calcule la marge de sécurité hydraulique, le chêne vert, lui, il y a plus 4 mégapascales, tout va bien pour lui. Tandis que le chêne pédonculé, on a une marge de sécurité hydraulique qui est inférieure à 1 mégapascal. Et donc, ça confirme la vulnérabilité de cette espèce dans cet écosystème-là. Et donc, depuis 2018, je m'intéresse notamment justement au climat futur de l'Outaouais. Et des espèces qui vont se situer en issue de leur aire de répartition ici. Et l'idée ici, c'était qu'on sait qu'à l'horizon 2080, on va assister à une augmentation de 2 à 7 degrés des températures et à une évolution des précipitations, toujours plus difficile à modéliser les précipitations, entre moins 10% à plus 12%. Même si on a une augmentation de 12% des précipitations, ça ne compensera jamais en fait l'augmentation des températures. On va assister à une augmentation du déficit de pression de vapeur, donc à une demande évaporative pour les arbres et donc à un stress hydrique. Et donc là, en 2019, j'ai réalisé une expérimentation en serre, donc avec des semis de 2 ans, d'épinettes blanches et d'épinettes noires, qui elles sont au sud de leur aire de répartition. Le pin blanc est plus au cœur de son aire de répartition, mais c'est justement intéressant de comparer. Et on a pris des semis qui avaient tous la même provenance, donc une provenance de l'Outaouais. Les graines des semis ont la même provenance. Et l'idée, l'originalité de
cette étude, de cette expérience, ça a été de simuler réellement des conditions climatiques dans une serre réaliste. C'est-à-dire que chaque jour, la température changeait et les précipitations, j'ai souvenir d'un 1er janvier à venir pour aller arroser mes petits pots avec mon millimètre précis de chaque jour, le millimètre d'eau changeait pour chacune des serres pour être sûr de simuler les précipitations de la journée. On avait 3 traitements qui simulaient des conditions climatiques futures réalistes avec différents degrés d'intensité de la sécheresse, du déficit hydrique. Et la répartition aussi se faisait un peu différemment selon durant la saison de croissance. Et on avait un traitement qui n'était pas limité en eau, qui était donc notre témoin. Et le long de cette saison de croissance, on a suivi la survie, la croissance et différentes variables écophysiologiques. Moi, j'avoue, ce qui m'a le plus marqué, je me doutais que j'allais observer un peu de mortalité, mais je ne m'attendais vraiment pas à ça. Vous voyez ici, c'est toute espèce confondue. On a, à la fin de l'expérience, on a plus de 75% de mortalité pour les 3 traitements qui sont limités en eau. Et j'ai 100% de survie dans mon témoin. C'est un résultat qui est vraiment alarmant, d'autant plus que mon but, c'était vraiment de tester les effets des conditions climatiques et de justement pas avoir d'autres facteurs. Donc, on sait que la mortalité est souvent multifactorielle. Vous connaissez peut-être la spirale de Magnon, où vous voyez les effets, les facteurs qui sont prédisposants, incidents, ou qui contribuent à la mortalité chez un arbre. Mais là, mon but, c'est vraiment de ne pas avoir tous ces autres facteurs. Donc, toute expérimentation a ses limitations qui ont peut-être contribué à ce taux de mortalité élevé, mais quoi qu'il en soit, même si le taux de mortalité est 2 fois moins élevé que ça reste quand même un taux de mortalité supérieur à 50%. Là. Donc, ça reste quand même assez catastrophique. Et forcément, moi, je ne m'attendais pas à avoir un taux de mortalité aussi élevé non plus. Puis je m'étais dit, ma marge de sécurité hydraulique, je vais la déterminer dans cette expérience-là, puis ça va me permettre de voir justement c'était quoi le risque de mortalité. Donc là, ça me permet de voir aussi si mes marges de sécurité hydraulique sont en accord avec mes résultats de mortalité. Et là, totalement, parce que vous voyez que quelle que soit, à nouveau, toute espèce confondue, pour mes 3 traitements limités en eau, ma marge de sécurité hydraulique est négative. Qu'elle est proche de 0, c'est vraiment qu'elle est négative. Donc, ça montre que les arbres fonctionnent au-delà de leur seuil de dysfonctionnement hydraulique. Et j'ai regardé aussi par espèce. Je n'avais pas mon effet de l'interaction significatif. Donc, tout traitement limité en eau confondu, quand je regarde la marge de sécurité hydraulique, je vois qu'elle est négative pour les épinettes. Et elle est inférieure à 1, donc elle reste très proche de 0 pour le pin. Elle est quand même positive pour le pin. Juste pour vous dire que mes données de survie pour mes différentes espèces, j'avais pas de. Je vais arriver. En tendance, le pin avait une meilleure survie, mais rien n'était significatif. Mais ça correspond quand même un peu à ce que je vois avec mes marges de sécurité hydraulique. Et on peut quand même se poser la question pourquoi la marge de sécurité hydraulique du pin elle est un peu plus élevée que pour les autres. Pour répondre à ça, il faut revenir à qu'est-ce qui cause la mortalité d'un arbre suite à une sécheresse. Et vous le savez, la circulation de l'eau dans un arbre, elle est intrinsèquement reliée au cycle du carbone également via les stomates. Donc souvent, la première option pour un arbre en situation de sécheresse, ça va être de fermer ses stomates. Donc, chaque espèce a des stratégies hydrauliques différentes et vont fermer plus ou moins tôt, mais quand même, dernières études montrent que toutes les espèces vont fermer à un moment donné les stomates. C'est pour éviter les pertes en eau. Mais en évitant les pertes en eau, forcément, elles ne vont plus assimiler du carbone. Et donc, ces 10 dernières années, les 2 grandes théories qui circulaient dans la littérature sur comment un arbre meurt suite à la sécheresse, c'était le dysfonctionnement hydraulique. Donc, c'est ce que vous voyez ici, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais aussi l'appauvrissement en ressources carbonées. Les dernières études montrent que dans tous les cas, on observe, donc ça revient à dire est-ce que l'arbre meurt de soif ou est-ce que l'arbre meurt de faim.
dans tous les cas, les dernières études montrent des revues de littérature que, quoi qu'il en soit, il y a toujours un dysfonctionnement hydraulique. Quand on mesure un arbre, juste au moment où il est mort, on observe toujours un taux d'embolie qui est supérieur à 60%. Et pour l'appauvrissement en ressources carbonées, ça va dépendre des espèces, mais il y en a, en fait, les deux explications ne sont pas mutuellement exclusives. C'est rarement l'un ou l'autre, c'est souvent les deux. Mais certaines espèces, ça va être plus le dysfonctionnement hydraulique et d'autres, ça va être les deux. Et en plus de ça, on se rend compte également que ça va également dépendre des caractéristiques de la sécheresse. Est-ce que la sécheresse dure dans le temps? Est-ce qu'elle est intense? Et ça, c'est tous des problématiques que je continue et des questions que je continue à explorer. Et notamment, je co-dirige la maîtrise de Sabrina avec Steve Pépin à l'Université Laval et en collaboration avec Catherine Perrier, où justement, notre but ici, ce que Sabrina va essayer de répondre, c'est est-ce qu'on peut réussir à dissocier les effets de la sécheresse atmosphérique des effets de la sécheresse édaphique. Depuis tout à l'heure, je vous parle de changement climatique, mais j'ai quand même oublié un facteur important, surtout par rapport à ce que je viens de vous expliquer avant, où il y a une notion de carbone, c'est que il va également avoir une augmentation du carbone. Et la question est, est-ce que cette augmentation de carbone va pouvoir contrecarrer les effets de la sécheresse? Et elle s'intéresse également à la période où survient la sécheresse. Si la sécheresse survient juste après le débourrement et au moment où l'arbre est en accroissement en hauteur, probablement que ça ne va pas avoir le même impact que si elle survient plus tard lors de la saison de croissance, lorsque l'arbre est en train de faire sa croissance en diamètre, qu'il est en train d'ajouter. Et elle s'intéresse à ces questions-là sur la survie, la croissance et la physiologie des espèces. Donc, elle travaille sur les 3 mêmes espèces que je vous ai présentées tout à l'heure, les 3 conifères. Puis là, elle est en train de finaliser son protocole et l'expérience démarre l'été prochain. Donc, jusqu'à présent, je vous parle beaucoup de sécheresse estivale sur les semis, mais il existe aussi de la sécheresse hivernale. Surtout sur les... Donc là, j'ai une image de chêne, mais surtout sur les conifères, vous pouvez avoir des belles journées d'hiver ensoleillées. Les conifères ont toujours leurs feuilles, avec le microclimat, même s'il fait froid dehors, quand le soleil peut quand même donner des températures qui montent au-dessus des aiguilles, qui peuvent être assez élevées, puis la photosynthèse peut comme se réactiver, donc les stomates vont s'ouvrir. Donc, a priori, là, on va perdre de l'eau, sauf que l'eau n'est pas sous état liquide, là, elle est sous état de glace dans le tronc, puis dans le sol, elle n'est pas disponible non plus. Donc ça, en hiver, voire au printemps, ça peut être problématique, surtout que je vous ai parlé de la cavitation qui est induite par la sécheresse, que vous avez un autre mécanisme qui peut induire la cavitation qui est lié au phénomène de gel-dégel. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un conduit, dans la sève qui est liquide, vous avez toujours un peu d'air qui est dissous dans la sève. Quand la sève se transforme en glace, cet air ne peut pas être dissous dans la glace. Donc, elle va former des bulles d'air à côté de la glace en hiver. Normalement, ça ne pose pas de problème s'il n'y a pas une sécheresse. Au printemps, ces bulles d'air vont être capables de se redissoudre dans la sève et tout va bien. Sauf que si vous avez les stomates qui se sont remis en route et que la circulation de l'eau a commencé à se remettre en route, vous avez des potentiels hydriques qui vont commencer à être plus négatifs. Et ça, physiquement parlant, ça provoque en fait que la bulle est comme plus capable de se redissoudre dans la sève liquide et donc va emboliser à terme le vaisseau. Et donc ça, c'est des choses que je vais commencer à explorer dans mon laboratoire, ce qui se passe en hiver et à la fin du printemps. Je vous ai également beaucoup parlé de semis parce que s'il y a un échec de régénération, il n'y a juste pas de forêt nature, donc je m'intéresse beaucoup aux semis. Je ne dis pas que je ne m'intéresse pas aux arbres nature, mais pour l'instant, j'ai plus travaillé sur les semis. Mais avant même d'avoir des semis, il faut aussi que la germination se soit bien passée. Et je travaille sur le projet je collabore avec Pierre-Nicolas Barbeau sur son projet de maîtrise
Je travaille avec Mathieu Bouchard à l'Université Laval, puis avec Catherine Perrier, la direction de la recherche forestière. Puis lui, il s'intéresse aux effets de la température et de l'humidité du substrat sur le succès de germination. Puis il s'intéresse aussi, il a 2 expérimentations en cours, une en conditions contrôlées en chambre de croissance et une autre où il a fait varier la hauteur de neige pour voir si ça allait avoir un impact sur l'humidité du substrat et sur la température du substrat au printemps. Ça, c'était l'hiver dernier, puis là, il est en train d'analyser tout ça. Donc ça, c'était pour mon premier axe de recherche. Puis, comme je vous disais, je voulais vous parler un petit peu de mes 2 autres axes de recherche, et notamment sur les facteurs biotiques. La chance que j'ai eue, c'est, en fait, comment dire, à la fin de mon doctorat, je cherchais un postdoc. Je suis tombée sur une annonce à l'université de Sherbrooke pour travailler sur les capacités de migration de l'érable à sucre. Donc, ça fait très cliché, une Française qui se retrouve au Québec pour travailler sur l'érable à sucre, mais ça me convenait très, très bien de remplir ce cliché. Et j'ai vraiment adoré mon expérience à l'université de Sherbrooke parce que ça me permettait, la limite nord d'aire de répartition, je l'avais jusqu'à présent, j'avais étudié que les patrons de régénération, qui, comme je vous dis, les patrons de distribution, de colonisation, je vais y arriver. Mais je n'avais pas encore mis mon nez dans les mécanismes. Puis là, la question, c'était de regarder justement les capacités de migration altitudinale le long d'un gradient altitudinal. L'avantage d'un gradient altitudinal, c'est qu'on peut comme avoir toute l'aire de répartition d'une espèce sur quelques centaines de mètres sans avoir à faire des milliers de kilomètres sur un gradient latitudinal. Et là, on est au parc national du Mont Mégantic. Vous avez ici, vous êtes sous la canopée d'érable à sucre, donc dans une zone qu'on a appelée Huizine, au cœur de l'aire de répartition. Ici, vous êtes sous une canopée de sapins baumiers et d'érable à sucre, donc dans une forêt mixte, donc on est à la limite de l'aire de répartition de l'érable, donc edge. Et au-dessus, donc on est sous la canopée du sapin baumier, puis on est à Bihan. Pourquoi j'ai gardé les noms en anglais? Parce qu'en fait, je suis arrivée à ce moment-là où Marc Belland travaillait avec Carissa Brand. Ils avaient commencé à voir que, tiens, c'est bizarre, on dirait que la survie des petits semis d'érable à sucre est meilleure au niveau de Edge. Et Marc et Carissa sont anglophones et Carissa a trouvé la superbe image de dire hey, mais c'est la Happy Age. Donc, on a gardé cette idée-là de Happy Age pour les érables à sucre. Et donc, j'ai fait les relevés, j'ai réellement confirmé que ce n'était pas juste une impression, qu'il y avait réellement une meilleure survie des érables à sucre. Et l'hypothèse qu'on a eue, c'est on voyait bien qu'au cœur de l'aire de répartition, nos petits semis étaient vraiment, leurs feuilles étaient vraiment grignotées par un insecte. Et donc, notre première hypothèse, ça a été, mais peut-être que comme la canopée ici est mixte, il y a une pression d'herbivorie qui est plus faible à ce niveau-là. Et ça expliquerait pourquoi il y a une meilleure survie, même si à la base, il y a moins de graines qui tombent et donc il y a un peu moins de semis d'un an qui survivent, mais dès qu'ils passent le cap de 2 ans, 3 ans, ils vont survivre. Et donc, je suis allée transplanter des semis à Huizine, Edge et Bihan. J'ai mis des petites tentes sur certains d'entre eux et pas sur d'autres pour aller vérifier cette hypothèse. Et effectivement, donc très rapidement ici, en rouge, c'est quand vous avez les semis n'ont pas la petite tente. Et en noir, ils ont eu une petite tente. Puis effectivement, les taux de survie étaient bien meilleurs quand les petits semis étaient protégés par la tente. Et donc, ça a permis de valider cette hypothèse de relâchement de pression d'herbivorie, l'ennemi release hypothèse. Et donc, ce qui était important ici, c'est de se dire, OK, à certaines échelles, les interactions biotiques, elles ont vraiment un rôle important dans les capacités de migration d'une espèce, puisque là, en fait, ça va favoriser sa migration toujours plus haut, puisqu'on peut se dire que si ces arbres ici peuvent devenir adultes, ils vont pouvoir produire des graines qui vont atteindre toujours un peu plus haut, et ainsi de suite, ça va favoriser sa capacité de migration. Dans le futur, j'aimerais beaucoup continuer aussi à explorer les effets du stress hydrique, mais en interaction avec d'autres facteurs. Comme je vous disais, pour l'instant, je me suis concentrée en serre que l'effet du stress hydrique, mais c'est comme quoi réaliste sur le terrain. Là, il y a plein de choses qui vont, dans la nature là, qui vont se produire.
Et notamment, j'aimerais beaucoup, dans le futur projet, travailler sur les conséquences du feu, parce que la chaleur va affecter les propriétés du bois. Et donc, je me demande comment ça va affecter la vulnérabilité à la cavitation. J'ai déjà quelques petits projets aussi pour regarder un peu comment justement l'herbivorie peut affecter la vulnérabilité à la sécheresse. Et donc, j'aimerais, c'est ça, poursuivre tout ça, et notamment aussi travailler en sylviculture d'adaptation au changement climatique. Et comme je vous l'expliquais, après avoir travaillé en fait à Sherbrooke, je m'étais dit, j'avais décidé que je voulais rester au Québec, j'étais bien, je suis OK, mais maintenant il faut que je comprenne le contexte, et je veux comprendre le contexte de la sylviculture au Québec. J'ai rencontré Nelson Tifo, donc j'ai fait 2 post-docs avec lui à la direction de la recherche forestière, un en collaboration avec Alain Leduc et un autre en collaboration avec Yves Bergeron. J'ai travaillé sur différents sujets mais qui m'ont énormément appris, aussi bien sur les écosystèmes que sur le contexte. Et enfin, comme je vous le disais, je m'intéresse à la diversité des traits fonctionnels liés à la tolérance au stress hydrique. Je m'intéresse à différents traits fonctionnels, mais pour l'instant, je me concentre sur la vulnérabilité à la cavitation. Et notamment, dans le futur, j'aimerais bien pouvoir étudier plus précisément la variabilité de la résistance à la cavitation entre différents organes d'un individu, d'un arbre. En fait, il y a une hypothèse qui existe, qui est la vulnérabilité segmentée, où en fait, les feuilles, les branches mineures, etc., auraient une plus grande vulnérabilité à la cavitation que les organes de l'arbre, qui sont plus coûteux à l'arbre, hein, pour refaire le tronc, etc., les racines principales. Et ça, on pense que l'avantage d'avoir une vulnérabilité segmentée, ça a été montré chez certains feuillus, c'est qu'en conditions de sécheresse, si votre feuille cavite et donc dépérit puisqu'elle devient complètement engourdie, elle va tomber. Si vous avez beaucoup de feuilles de votre arbre qui tombent, ça diminue sa surface de transpiration et donc au final, ça peut le protéger. Ça serait comme un fusible en fait pour l'arbre. Cette hypothèse-là, elle a été montrée chez certains angiospermes et à l'opposé, elle a été infirmée, contredite, merci, chez certains conifères. Mais bon, c'est encore vraiment tout un pan à explorer. Je m'intéresse aussi à l'âge de l'individu. Entre un semis et un arbre adulte, probablement que leur résistance à la cavitation sont différentes. Également, au sein d'une population, en 2018, quand j'ai démarré ces expériences-là, il fallait que je me remette à les différentes méthodes de mesure de vulnérabilité à la cavitation. Et donc, j'ai fait pas mal de mesures. Puis, je m'étais dit, c'est bon, je prends toutes mes plants qui sont de graines issues d'une même provenance, je vais avoir une belle courbe, hop, c'est bon. Puis là, je me suis comme rendu compte, on ne les voit pas bien ici, mais vous avez des petites courbes en gris qui sont à chaque fois un plan. Et en fait, on se rend compte qu'il y a quand même une certaine variabilité. Oui, j'ai ma courbe moyenne, mais pour des plants dont les graines sont issues d'une même provenance connue, il y a quand même une certaine variabilité. Et comme je vous disais tout à l'heure, on utilise énormément la P50, elle se retrouve dans énormément de bases de données. Quand vous ouvrez les bases de données, vous avez souvent une moyenne, puis vous êtes chanceux si vous avez un intervalle de confiance, juste une notion d'erreur quelque part. Or, on l'utilise pour calculer la marge de sécurité hydraulique, on l'utilise dans de plus en plus de modèles, sauf qu'on utilise souvent une valeur moyenne. Ça peut se poser forcément des problèmes par rapport à ce qu'on déduit de ces modèles. Donc, je milite pour la notion d'intervalle de confiance dans tous les traits fonctionnels qu'on utilise. Et je ne suis pas la seule. Hein. Je veux juste dire que ces travaux-là, je les ai beaucoup faits avec Catherine Perrier, puis on était à deux à avoir cette remarque-là. Et enfin, je m'intéresse aussi également à la diversité fonctionnelle. Si je reprends mon petit exemple de forêt de pin et de genévrier tout à l'heure, la sécheresse, elle a eu lieu dans le début des années 2000. Et en fait, là, il y a 2 ans, il y a un article qui est ressorti où ils sont retournés dans cet écosystème, puis ils se rendent compte que le pin, il est en train de régénérer
de repartir sous le microclimat qui est créé par la canopée de genévrier. Et donc, en fait, on se rend compte que la diversité fonctionnelle pourrait amener une certaine résilience. Et donc, ça aussi, c'est des questions qui m'intéressent. Et enfin, comme je vous le disais, je me suis remise dans toutes ces méthodes. Et on néglige aussi souvent qu'une part de variabilité, ça peut aussi être causé par nous, par comment on prend nos mesures. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais la vulnérabilité à la cavitation, il y a plusieurs méthodes pour construire les courbes. Et donc, j'en ai testé plusieurs, qui, normalement, ici, c'est pour un conifère, sont toutes dans la littérature approuvées comme quoi les 3 fonctionnent. Sauf que moi, quand je regarde ici, j'en ai 2 qui me donnent le même résultat, c'est la même espèce. Et la 3e, elle me donne un autre résultat. Donc, je suis comme allée fouiller pour savoir, est-ce que c'est mon protocole qui ne fonctionne pas? Ou est-ce que dans la littérature, si je regarde toutes les P50 sur la même espèce, est-ce que, et que je regarde, comme ici, vous les avez classées par ordre croissance, et chaque couleur est une méthode différente, est-ce qu'il y a comme une tendance qui se dégage ou non? Je suis en train d'explorer ça, d'essayer de comprendre tout ça. Donc, je refais tous mes protocoles et je continue ma revue de littérature pour un petit peu comprendre tout ça. Pour certaines espèces, il y a clairement des débats dans la littérature sur les formes des groupes, quelle forme elles devraient avoir, etc. Et pour d'autres, il y a beaucoup moins de débats. Et pour conclure, voilà, vous avez eu un aperçu un peu de mes intérêts de recherche, puis des grandes questions qui m'animent. En gros, je m'intéresse vraiment au niveau de l'individu ou même du tissu ou de l'organe à essayer de comprendre les processus physiologiques qui vont mener au dépérissement des arbres. Donc là, je me suis vraiment intéressée à la sécheresse, mais la notion de mortalité chez un arbre, ça m'intéresse beaucoup. Donc, ça peut être un dépérissement dans des projets futurs. Je suis ouverte à autre chose que la sécheresse, même si j'ai tendance à y revenir toujours un peu. À ces notions, aux conséquences à l'échelle d'un peuplement, avec ces notions de marge de sécurité hydraulique, comment on évalue la vulnérabilité d'un peuplement. Les effets du stress hydrique en interaction avec d'autres facteurs biotiques et abiotiques sur la performance des arbres, à une plus grande échelle sur leur aire de répartition. Puis je m'intéresse beaucoup, comme je vous l'ai montré, à la variabilité des traits fonctionnels qui sont liés à la tolérance à la sécheresse et comment cette variabilité peut intervenir dans la résilience des peuplements forestiers face au changement climatique. Voilà, je vous remercie beaucoup. Est-ce que tu voulais gérer la période de questions? Je sais pas qu'est-ce que tu faisais d'habitude. D'habitude de gérer la période. Ouais, je sais pas. Non, c'est que je vais pas le faire. Je peux, Karen. C'est pas. Je vais de 15 minutes. Ouais, c'est ça, on a un petit 15 minutes. Fait que moi, je peux bien prendre des questions. Je peux commencer. Ben, merci, Morgane. Très, très intéressant. En fait, j'ai 2 questions pour toi. Tu laisses du temps pour les autres? Oui, je pense. Parce que moi, j'ai des questions aussi. Oui, c'est pas des longues questions, ça va dépendre de tes réponses. Tu as parlé d'un climat plus chaud et plus sec. Tu n'as pas parlé de vagues de chaleur. Tu n'as pas parlé de. C'est quelque chose qui. Ma première question, c'est est-ce que c'est quelque chose qui peut t'intéresser? La deuxième question, c'est de parler de cavitation. Il semble, en tout cas, que l'érable à sucre soit très sensible à la cavitation due au gel des gels. Et ce serait plus lié quand le dégel, c'est extrêmement rapidement. Mais je me demandais si c'est quelque chose qui t'intéresse aussi de regarder ça. Donc, de regarder chez les feuillus, pas seulement chez. Donc, c'est correct, Audrey? Pour ta première question, oui, les vagues de chaleur, ça m'intéresse. Puis c'est pour ça aussi qu'on a le projet avec le projet de Sabrina. On veut essayer, mais ça a toujours été c'est vraiment complexe d'essayer de séparer un peu l'effet du BPD de l'effet de la disponibilité en eau du sol. Ils sont clairement intrinsèquement liés, mais la question est s'il y a assez d'eau dans le sol, est-ce que si donc la température augmente et donc le VPD augmente, est-ce que l'arbre va être impacté par ça? Puis là, c'est le design expérimental de Sabrina va être construit un peu pour essayer de répondre à cette question-là.
Donc, c'est relié à s'il y a une vague de chaleur, mais qu'il y a des précipitations quand même. Et c'est toujours en fait, c'est une des choses les plus compliquées de réussir à séparer les deux et selon comment on construit notre dispositif, il y a vraiment beaucoup d'enjeux et pas d'enjeux, mais beaucoup d'obstacles. Et de faire ça aussi, ça peut changer complètement la vision qu'on a d'un projet où on part sur quelque chose on va simuler un climat plutôt réaliste, mais on ne répondra jamais à ces questions-là, ou à l'inverse, on va faire quelque chose qui n'est absolument pas réaliste. C'est sûr que des réviseurs vont dire dans le futur, ça correspond à quoi? À rien, mais moi, je veux savoir la physiologie, par exemple. Donc, en fait, oui, ça m'intéresse, puis il faut juste faire attention à comment on construit ce projet, parce qu'on peut aller dans des directions vraiment très différentes. Et pour la deuxième question, oui, juste pour terminer ça, le projet de Sabrina, il y a un deuxième volet où notre but, c'est d'avoir des questions de recherche similaires, mais un peu différentes, adaptées à des angiospermes. Donc, on va faire ça. Donc, il va falloir que je me mette à construire mes courbes de vulnérabilité à cavitation et faire des protocoles. Les angiospermes, c'est toujours un enjeu pour les courbes de vulnérabilité avec le chêne, surtout à bord, à bois poreux, avec leurs vaisseaux très longs. Pour ta deuxième question, oui, j'ai jamais étudié, c'est ce que je disais, j'ai pas encore étudié la cavitation qui est vraiment liée au gel des gènes, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et donc, dans le futur, j'aimerais construire des projets. Puis j'avais les rables à sucre en tête en me disant, c'est sûr qu'il y a un enjeu avec ça, et de voir l'interaction entre les deux, entre qu'est-ce qui se passe au printemps s'il y a justement un fort taux de cavitation lié au gel des gels. Là, ça veut dire qu'il part déjà avec oui, c'est ça. On parlera des deux sujets. Oui, mais ça m'intéresse vraiment, oui. Bon, ben, on va aller à Audrey. Je m'imagine que tu avais une collection de questions. J'ai François et David qui attendent dans le coin ici. C'est bon, mais je prends mon tour. Vas-y. Merci Morgane pour la présentation, c'était super intéressant. J'avais une question sur la variabilité entre les individus, mais tu y as répondu à la fin, j'étais contente de voir que, en tout cas, moi aussi, ça m'intéresse de voir qu'il y a une forte variabilité entre les individus, tu es capable de la capter. J'ai une question un peu simple, c'est dans les expériences en salle, vous mesurez le potentiel hydrique de vos semis. Est-ce que vous avez mesuré le potentiel hydrique du sol? Via le potentiel pré-eau. OK. On a tout un système avec une boîte noire, donc la veille au soir, on mettait nos plants dans la boîte pour éviter d'arriver trop tôt le matin et pour pouvoir réussir à tout faire aussi dans la journée. Mais oui, via le potentiel pré-eau. Parce qu'un des défis plus en hydrologie, c'est de trouver des seuils de teneur en eau du sol qui induisent un stress hydrique. C'est la question à 1 000 $. Oui, oui. OK, fait que vous auriez des données qui permettraient peut-être de regarder cette relation. Parce que si vous avez. OK. On pourrait, oui, parce que j'ai les données de l'eau du sol aussi. Donc oui, on pourrait regarder, mais on a le même problème. La même question. Ouais. Puis, mon autre question, ça vient de quelqu'un qui connaît beaucoup moins l'écophysiologie, mais est-ce que le P50, c'est quelque chose de très fixe? On peut le voir évoluer. C'est-à-dire, est-ce qu'il peut se mettre à changer tout d'un coup avec les changements climatiques? En fait, dans les dernières lectures que j'ai faites, les courbes de vulnérabilité à la cavitation, c'est long à mesurer. Il commence à avoir des méthodes pour les mesurer de plus en plus vite. Et donc, les études génétiques, ça devient compliqué parce que les efforts d'échantillonnage pour des études génétiques et les efforts d'échantillonnage pour des cophysio ne sont pas les mêmes. Mais les premières études que j'ai vues montraient que la vulnérabilité, en tout cas la P50, c'est très évitable pour les traits. Donc, a priori, puis c'est vraiment lié à, en tout cas, on va dire la vulnérabilité à la cavitation induite par la sécheresse, je parle, elle est liée aux ponctuations, mais on n'est pas encore complètement, il y a encore des débats là-dessus, qu'est-ce qui fait qu'une espèce est plus vulnérable, etc. On sait que ça se passe quelque part au niveau de la cavitation, parce que c'est là où c'est la théorie du germe d'air, où il y a la bulle d'air qui apparaît. Puis là, c'est OK, comment elle passe cette bulle d'air, pourquoi à un moment donné donc, mais a priori, pour bouger, pour que un facteur environnemental provoque un changement dans cette anatomie très spécifique, donc là, je ne parle vraiment pas de la taille
du diamètre des conduits, par exemple. Donc, pour que ça provoque ça, mais en fait, j'espère prochainement avoir un projet de recherche un peu là-dessus. Mais a priori, c'est très héritable et que ça ne bouge pas beaucoup, mais c'est toujours pareil. Quelquefois, on a des certitudes, puis on se rend compte qu'au final, ça peut évoluer. Mais ce n'est pas quelque chose qui, juste sur une saison de croissance, va changer là. Ça, je m'en doutais, mais je croyais plus avec les changements climatiques. Est-ce qu'on peut voir un certain changement? Mais il y a, entre populations, j'ai des études pour certaines espèces, il y a des variabilités au sein de l'aire de répartition. Il y en a, puis d'autres, il n'y en a pas du tout. Mais cette variabilité, elle reste quand même contrainte. On ne passe pas du tout au tout là. Ouais. Je laisse la parole. Au revoir, François. Oui, merci pour la présentation. Vraiment un magnifique panorama. D'abord, un commentaire sur la deuxième question de Philippe et la deuxième question de Audrey. Le mécanisme de cavitation hivernale que décrit Philippe, il a même été évoqué pour expliquer une grande partie du dépérissement des érablières durant la fin des années 70, début des années 80. Et par rapport à la question de Audrey, le bouleau blanc est aussi très, très sensible aux cavitations hivernales, au point où, dans les années 50, l'espèce a presque été éliminée du paysage. Mais il est revenu en force il est resté pendant plusieurs années avec des conditions qui étaient encore propices à faire de la cavitation. Mais on dirait que les individus qui ont été sélectionnés pour pousser à ce moment-là étaient capables d'avoir une résistance, si on veut, à cette cavitation hivernale. Et cependant, dans les années récentes, il y a eu un nouvel épisode de dépérissement du bouleau blanc de Sault-Sainte-Marie jusqu'à Québec. Personne n'en parle. Parce que le bouleau blanc, on fait juste du bottom popsicle avec. Mais c'est quand même important du point de vue modèle pour voir comment les réponses vont se faire au niveau des changements climatiques. J'ai une question très brève. Est-ce que les défoliations sévères par des insectes totales sur un arbre peuvent sauver les arbres de la sécheresse estivale et printanière et estivale? Une bonne question. Je dirais que si c'est une supposition, je aucune certitude là-dessus. Oui, ça va être correct. Non, mais si ça fait partie de la stratégie de l'espèce, comme je disais tout à l'heure, qui a une vulnérabilité segmentée, c'est comme une stratégie hydraulique de faire ça. Je ne vois pas pourquoi, c'est un autre facteur qui fait que les feuilles tombent, pourquoi ça serait problématique. Par contre, le problème de cette stratégie-là, c'est que si ça se produit tous les ans, au bout d'un moment, il va y avoir aussi un problème de ressources donc c'est aussi une question de timing mais comme ça, là, si c'est la stratégie de l'espèce et que ça arrive une fois, je ne vois pas pourquoi ça serait. Mais c'est mon guess. Si ça tente de jouer avec ça, j'ai un super dispositif à proposer. Okay. Il faut qu'on parle de ça. Juste en face, 50 mètres, 100 mètres à vol d'oiseau. David? Oui, merci. Oui, merci pour ta présentation. C'est sans doute l'une des meilleures qu'on a eues depuis la fondation d'histoire. Très belle présentation. Je voulais savoir, on voit de plus en plus dans la littérature, chez des collègues chercheurs, l'utilisation des dispositifs d'exclusion de la pluie pour simuler des sécheresses, notamment en forêt. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça, cette approche-là? C'est comme n'importe quelle approche, comme mes expériences en serre ou ailleurs, là, elle a ses avantages et ses inconvénients, et ça dépend de comment le dispositif est installé et qu'est-ce qu'on fait dire à nos résultats derrière. Je n'ai pas d'a priori positif et je n'ai pas d'a priori négatif, c'est juste comment on analyse et comment. C'est ce genre d'approche que tu utiliserais. Ouais. Oui. C'est ça, en faisant attention, en connaissant bien le dispositif et en regardant comment derrière on peut interpréter les données. Comme toute approche, là, à chaque fois, il y a mes approches en serre, là, il y a des choses qui sont comme puis on apprend au fur et à mesure. Là, il y a des choses que je fais différemment, il y en a d'autres où il y a les contraintes logistiques et on a nos compromis à faire entre. Donc je ne vois pas pourquoi il y aurait une approche meilleure qu'une autre, moins bonne qu'une autre. Merci. On a pas mal terminé. Je laisserai peut-être une minute si vous voulez une dernière question. Là. Audrey? Non, moi, je vais
Ça va être correct. Oui. C'est Bon, pas d'autres questions? C'est bon, ben merci beaucoup d'être venu. Merci Morgane, encore une fois. Merci à vous.